Donc cet après-midi, c'est la première table ronde de l'après-midi, deuxième table ronde de la journée, donc consacrée au thème victimes, société et mémoire, comment faire entendre la voix des victimes et rendre visibles les réactions des sociétés dans les lieux de mémoire. Et pour la présider, François Molins, procureur général honoraire près la Cour de cassation, président de l'Observatoire d'orientation du Musée mémorial du terrorisme et surtout qui a été procureur de la République pendant cette période si tragique entre 2012 et 2018, qui a donc connu les attentats qui ont été commis pendant ces années. Et je dois dire que j'ai eu la chance de connaître François Molins depuis de nombreuses années, dans des fonctions diverses, mais aussi pendant que j'étais à la délégation interministérielle à l'aide aux victimes. Et je sais à quel point nous avons pu travailler de manière étroite, en coopération, en toute confiance. Alors, sa vie aussi de procureur, il l'a raconté dans son dernier ouvrage, qui porte un titre que les magistrats connaissent bien, puisque c'est « Au nom du peuple français », et c'est l'entête que l'on voit dans les jugements lorsque l'on rend la justice. Dans cet ouvrage, eh bien, il y a 1001 choses qui sont la vie particulière d'un procureur exposé à des situations dramatiques. Il vous présentera ses intervenants à la table ronde et nous garderons là aussi un moment d'échange avec la salle. Et si nous avons le temps, nous ferons une petite pause pour entre les deux tables rondes, mais à la condition que vous ne échappiez pas et que vous reveniez. Sinon, la troisième table ronde va être très en peine pour pouvoir dispenser son savoir. Je vous souhaite une bonne après-midi et je cède la parole à François Molins. Merci Elisabeth. Bonjour à toutes et à tous. Donc après la première table ronde de ce matin qui était consacrée à la question « Quels enjeux pour la mémoire ?» pour les lieux de mémoire, j'ai donc la mission qui m'a été confiée d'animer cette seconde table ronde, la première de l'après-midi, qui va être consacrée à la place des victimes dans les lieux de mémoire. À travers cette question toute simple, comment faire entendre la parole des victimes et rendre visibles les réactions de société dans ces lieux de mémoire? Alors Elisabeth l'a rappelé tout à l'heure, effectivement je préside depuis un peu plus de 2 ans l'Observatoire d'orientation du Musée mémorial qui a donc pour tâche de rassembler et d'exprimer les avis des représentants des associations d'aide aux victimes et des représentants des cultes ainsi que d'un certain nombre de personnalités sur les orientations de la mission de préfiguration, ce qui concerne le futur musée. J'ai aussi été, et elle vous l'a rappelé, procureur de la République de Paris de fin 2011 à fin 2018, ce qui fait que j'ai été en charge effectivement de tous les attentats terroristes qui ont été commis au cours de ces 7 années, en France ou à l'étranger, dès lors qu'ils concernaient des victimes françaises. Tout cela pour dire que je rencontre donc régulièrement depuis 10 ans de nombreuses victimes de ces attentats et je mesure donc pleinement leurs souffrances et les difficultés de leur parcours de vie et de leur reconstruction. Je ne voudrais pas être trop long et insisterai simplement sur quelques points. 2 en l'occurrence. Le premier pour rebondir sur ce que disait Henri Rousseau ce matin sur le terrorisme. Le terrorisme a effectivement, je crois, toujours revêtu de multiples formes. Vous le rappeliez à juste titre, c'est d'abord un mode d'action avec une intention particulière qui est celle de semer la terreur. Il a toujours revêtu de multiples formes, quels que soient ses auteurs et ses origines. Le terrorisme d'État, on revient effectivement sur l'Iran et la Libye. L'Iran d'ailleurs, dont je vous rappelle qu'il n'y a pas plus que le mois dernier, la Cour suprême argentine a encore une fois affirmé sa responsabilité dans les attentats contre Israël et ses intérêts commis en 92 et 94 à Buenos Aires. Le terrorisme djihadiste, bien sûr, le terrorisme d'ultra-droite ou d'ultra-gauche, le terrorisme lié à des guerres ou à des mouvements de libération nationale, le terrorisme corse, le terrorisme basque, le terrorisme kurde
et tant d'autres. Mais je crois que ce qui est important, c'est que, quelle que soit sa forme et son origine, quelle que soit la cause défendue, l'action terroriste est toujours disqualifiée et déshonorée par le massacre et par le choix de victimes qui n'avaient en réalité d'autre tort que de se trouver là au moment où l'attentat a été commis. Toutes ces victimes donc nécessitent, je pense, quelles qu'elles soient et quelle que soit la gravité de l'attentat qui a été commis, la même solidarité nationale, le même intérêt et la même considération. Puisque, là aussi cela a été dit, dans un attentat terroriste, c'est en réalité toujours l'État et les valeurs fondamentales de la nation qui sont visées. L'État a donc un véritable devoir de prise en charge et d'indemnisation des victimes. Et il a donc, je crois, pour cela aussi un autre devoir qui transparaît parfaitement dans cette idée de musée mémorial. Ce devoir, c'est celui de contribuer à la mémoire, devoir donc qui se manifeste dans nos pays par l'organisation de ces lieux de mémoire dont nous parlons depuis ce matin. Je crois que dans les sociétés qui sont les nôtres, où les valeurs qui fondent nos sociétés sont toujours fragiles, il y a aussi une exigence forte de pédagogie et de reconnaissance à l'égard des victimes. Une seconde dimension, un second point sur lequel je voudrais insister, qui est une dimension d'actualité. C'est que la réalité nous le rappelle fréquemment, des années après les attentats, la souffrance des victimes est toujours là et continue ses ravages. Aux États-Unis, 25 ans encore après les attentats du 11 septembre, on sait qu'il y a encore des décès qui sont dus à l'inhalation des poussières à la suite de l'effondrement des Twin Towers. En France, la semaine dernière encore, cette persistance de la souffrance a été confirmée une fois de plus avec le décès de la dernière victime des attentats du 13 novembre, Fred de Wilde, pour qui j'ai une pensée émue. Tout cela illustre bien l'objet et l'intérêt de notre table ronde de cet après-midi, consacrée à la voix des victimes et aux réactions des deux sociétés au sein du musée mémorial. Je le répète, il y a aussi, au-delà de cette prise en considération et de ce devoir à l'égard des victimes, une dimension forte de pédagogie à l'égard des jeunes générations qui sont et qui seront, je pense, sensibles de plus en plus aux témoignages des victimes et qui vivent dans une société qui s'adapte et qui doit s'adapter à la menace terroriste qui n'est pas terminée. J'étais il y a 3-4 semaines dans un lycée à Courbevoie, le lycée Aubrac, avec Michel Catalano, qui s'exprimait et qui voulait expliquer à ce public de lycéens, de terminale, tout ce qu'il avait ressenti et vécu depuis ce 9 janvier 2015. Et j'ai été vraiment frappé par l'intérêt très fort et l'attention portée par ces jeunes de 17-18 ans à ce que leur racontait ce monsieur, qui leur parlait d'une réalité qu'ils ne connaissaient pas. C'était effectivement très fort et ça signait bien effectivement l'intérêt des jeunes générations pour cette problématique. Il faut croire à l'intelligence collective. On est toujours intelligent et plus intelligent quand on est plusieurs. Un certain nombre d'acteurs, notamment étrangers, ont une expérience plus riche et plus ancienne que la nôtre sur ces sujets. Les 4 intervenants qui vont se succéder ont chacun une riche expérience sur les sujets que nous allons aborder cet après-midi et les exemples étrangers. Je pense notamment à ceux de la Norvège et des USA qui sont riches d'enseignements pour la construction d'un lieu de mémoire et de transmission. Le premier intervenant, Philippe Duperron, nous le connaissons tous, il est président de l'association 13 11 15 qui œuvre beaucoup pour porter la parole des victimes de l'attentat du 13 novembre. Lena Farø, qui est norvégienne, a une expérience unique avec le musée d'Oslo. Elle est en charge de la restructuration de ce lieu de mémoire et elle travaille et a beaucoup travaillé et travaille beaucoup avec l'association qui regroupe tous les parents des enfants victimes tués ou blessés de la tuerie d'Utøya. Le troisième intervenant, Noah Roach, est vice-président en charge de l'éducation, des programmes et du public du Memorial Museum de New York, dont on sait que c'est un musée qui a une forte charge symbolique et c'est un musée qui a su effectivement, je crois, faire entendre la voix des victimes, mais qui a su aussi engager des très riches programmes de formation à l'égard de tous les corps de métier. Je pense notamment aux policiers et aux pompiers qui sont intervenus ce jour de septembre.
Enfin, Maëlle Bazin clôturera la table ronde. Elle est docteur en sciences de l'information et de la communication et elle a beaucoup travaillé sur les pratiques graphiques dans les rues après les attentats de Paris. Je vais donc immédiatement céder la parole à Philippe Duperron, en lui laissant le soin d'aborder comment est-ce qu'il voit les choses en ce qui concerne ce futur musée, quelles sont ses attentes, quels sont ses souhaits pour ce lieu de mémoire que sera le musée mémorial, qui doit être avant tout, je pense, celui des victimes. Quelle place doit réserver aux victimes le musée mémorial consacré au terrorisme? Et puis aussi, si je peux me permettre, quel peut être aussi le rôle de ce musée dans la préservation de cet impératif de dignité des victimes, dont on sait qu'il a pu parfois être mis à mal par certains médias après tous ces attentats. Je vous cède la parole, Monsieur Duperron. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonjour à tous. On me demande d'intervenir donc sur la place des victimes dans le musée mémorial du terrorisme et sur les réponses de la société. Avant de parler de la place dans le musée mémorial du terrorisme, je souhaite dire quelle place nous a été faite à nous, victimes, et à nous, associations de victimes, dans la construction de ce musée. Et la preuve en est de notre présence aujourd'hui ici pour témoigner des attentes des victimes. En tout cas, merci à tous les acteurs du musée mémorial du terrorisme et tout particulièrement à Henri Rousseau, président, et à Elisabeth Pelcet, directrice, pour nous avoir associés dès l'origine et avoir d'ailleurs fait des associations de victimes des membres permanents de l'Observatoire du musée mémorial du terrorisme. La place des victimes, elle est, me semble-t-il, elle est centrale, elle est essentielle, dirais-je, au sens propre, puisque la victime, c'est l'objet du terrorisme, c'est contre le terrorisme a pour objet de faire des victimes, de produire des victimes directes, des victimes indirectes. Cela a été suffisamment démontré. Et donc, évidemment, la place des victimes, elle est éminente et elle est au centre d'un projet comme celui-ci. Et cela a été d'ailleurs dit de nombreuses reprises par tous les intervenants. Le musée mémorial, quelles sont les attentes? Le musée mémorial du terrorisme, pour moi, il doit être à la fois un lieu de mémoire, un lieu de réflexion et d'analyse, et un lieu de transmission. La mémoire, ce que nous attendons, c'est que la mémoire de toutes les victimes soit évoquée, soit préservée. Quand je dis toutes les victimes, je fais d'une certaine manière une différence entre les victimes des attentats de masse, comme ceux que nous avons vécu nous, et les victimes plus antérieurement, mais plus récemment aussi, les victimes individuelles. Il me semble que les attentes peuvent être différentes, la parole portée peut être différente, et d'ailleurs la réaction des sociétés, lorsqu'on l'évoquera, est aussi différente dans les uns et les autres cas. Si l'on prend les attentats de masse comme celui que nous avons vécu, il y a un effet de sidération. Immédiatement, c'est la nation entière qui est concernée, qui prend cet événement, qui le subit d'une certaine manière. Pour les attentats que je qualifierais individuels, la réaction est un peu différente. Et si on prend des attentats plus anciens, je pense, et individuels, je pense au préfet Erignac, je pense à Georges Besse, je pense au général Audran. Sur le moment, le citoyen réagit parce qu'il se sent concerné en tant que citoyen. Mais la réaction n'est pas la même, et d'ailleurs, la cible est-elle la même? Au fond, oui, le terrorisme a bien pour objet, directement ou indirectement, d'atteindre l'État et de diviser la société d'une certaine manière, de fracturer la société. Lorsqu'il s'attaque à des personnalités comme Georges Besse ou le préfet Erignac, il s'attaque à des représentants de l'État. Il veut déstabiliser l'État. Lorsqu'il s'attaque, comme c'est le cas le 13 novembre, à une population
qui n'est pas directement représentante de l'État, il veut là aussi déstabiliser, fracturer, parce qu'il veut atteindre une certaine forme de société, et c'est aussi le propre du terrorisme islamiste, de vouloir diviser la société, la fracturer. La manière dont la parole des victimes trouvera à s'exprimer dans le musée mémorial du terrorisme sera sans doute différente justement selon que ces cibles, ces victimes sont des victimes d'attentats de masse ou des victimes individuelles comme c'est le cas de ceux que j'ai cités tout à l'heure. En effet, d'abord, la place de la victime dans la société a considérablement évolué depuis ces attentats, je pense à Georges Besse, préfet Erignac en particulier. La place de la victime a considérablement évolué, comme c'est d'ailleurs le cas de la place de la victime dans le procès. Une attention beaucoup plus grande est accordée par tous, finalement, pouvoir public et public, à la victime. C'était beaucoup moins le cas à l'époque, justement, des attentats contre le préfet Erignac et le préfet, et donc ceux que j'ai cités, Georges Besse. La question est, ces victimes-là ont la même vocation à être entendues. Comment cette parole sera-t-elle portée? Et n'y a-t-il pas, d'une certaine manière, un intérêt à ce que ces paroles qui peuvent être différentes trouvent malgré tout au musée mémorial du terrorisme leur lieu d'expression? En tout cas, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse, mais il me semble qu'il y a là des paroles différentes et il y a donc une manière différente de les faire entendre. Le musée mémorial du terrorisme, c'est un lieu, forcément, ce sera un lieu d'analyse et de réflexion. Et c'est là où interviennent les réactions de la société face au terrorisme. Lieu d'analyse et de réflexion sur l'origine du terrorisme, la manière dont celui-ci s'exprime, d'analyse et de réflexion sur les réactions de la société. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il s'agit d'attentats de masse, comme ceux plus récents, c'est la société entière qui réagit. Lorsqu'il s'agissait d'attentats individuels, la réaction était beaucoup moins collective, et en tout cas beaucoup moins longue sur la durée. Le musée mémorial du terrorisme doit être aussi un lieu de transmission. La problématique de la transmission, pour revenir sur la manière dont les victimes doivent exister au sein du musée mémorial du terrorisme, on se pose évidemment la question de l'identification, de l'identité, des noms. Nous avons considéré que les noms des victimes devaient trouver leur place dans le musée d'une manière ou d'une autre. Cela pose aussi la question qui a été évoquée tout à l'heure du nom. Le nom des personnes décédées est tout à fait identifié, identifiable. Reste la question de toutes les personnes qui ont été blessées directement, blessées psychiquement. Et c'est une question à laquelle je n'ai pas non plus la réponse. Il me semble qu'on doit tenir compte de toutes ces victimes directes, blessées physiquement et psychologiquement, mais on ne peut sans doute pas les identifier comme c'est le cas pour les personnes décédées. Quelle forme de traduction
de ce qu'elles ont vécu devra-t-on trouver au sein du musée? C'est encore à la fois une question ouverte, mais il me semble qu'il faut qu'un signe existe, quelque chose soit fait de ce point de vue-là. Nommer les personnes décédées, c'est leur rendre leur qualité de sujet, puisque lors de l'attentat du 13 novembre en particulier, ceux-là qui ont été tués étaient visés non pas pour qui ils étaient, mais pour ce qu'ils représentaient, une forme d'art de vivre, l'art de vivre à la française. Et donc, ils ont été d'une certaine manière chosifiés, et il faut leur restituer leur identité et leur qualité de sujet. En même temps, on doit, si on se pose la question de la réaction des sociétés, il faut trouver cet équilibre entre la nécessité de redonner à chacun son identité et sa qualité de sujet, et la nécessité de reprendre de la hauteur pour bien comprendre que c'est la démocratie qui est en cause et c'est la société entière qui doit réagir. Et donc il faut à la fois garder ce contact avec cette réalité de l'identité et reprendre de la hauteur pour faire une analyse beaucoup plus élevée et plus sociétale finalement. Le musée doit être aussi donc un lieu de transmission. La transmission, elle passe par des témoignages. Les témoignages, Merci. La question des témoignages, elle renvoie à la question du recueil des témoignages. Pour les attentats les plus récents, on trouvera toujours des victimes qui auront à la fois la volonté et la capacité, la force de venir témoigner de ce qu'elles ont vécu. Ça n'est plus forcément le cas pour des attentats plus anciens, et ça ne sera pas le cas indéfiniment. D'où la nécessité de faire un travail de documentation du sujet, de recueillir des témoignages, de les enregistrer, et nous l'avons évoqué hier avec Henri Rousseau, le président, qui envisage de réaliser ce travail. Et on doit aussi, bien sûr, citer le travail de Denis Péchanski et Francis Eustache, de ce recueil de la mémoire, et de ce recueil de la mémoire sur un temps long, en plus, sur la durée, qui va montrer comment la mémoire évolue. La mémoire va sans doute s'étioler, en tout cas, elle changera d'expression dans la durée. En tout cas, pour cette transmission au sein du musée mémorial du terrorisme, il est nécessaire que des victimes aient la force de venir témoigner ou que l'on puisse recueillir des témoignages sous forme d'enregistrement et de documentation. On trouvera également au sein du musée mémorial du terrorisme tous les objets qui font l'objet de la collection, dont nous avons pu ici voir quelques-uns des éléments. Et c'est aussi bien sûr très important que ces objets-là existent et soient montrés, car c'est là aussi la restitution de l'humanité, de ce qu'était chacune des victimes qui ont pu perdre la vie, ou on voit aussi tous ces objets qui reflètent la brutalité, la violence de cet événement ou de ces événements. La transmission, cela a été évoqué, c'est aussi la transmission par les témoignages dans les collèges et lycées, dont effectivement, moi aussi, j'ai pu mesurer à la fois la pertinence et l'effet qu'ils produisent sur les jeunes auxquels ils s'adressent. Tous, sans exception, sont bouleversés, même si, quelquefois, au cours du témoignage, on voit des réactions dans les classes un petit peu discutables. Malgré tout, tous, finalement, sont bouleversés et tous
remercie toujours les intervenants de la force qu'ils ont eue et peuvent mesurer ainsi les effets dévastateurs de ce que nous avons pu vivre, de ce qu'ont pu vivre les victimes. Donc, inévitablement, ce devoir de transmission, il est très important. Après, question qu'on peut se poser, c'est, et ça a été évoqué d'une certaine manière au cours des débats qui ont déjà eu lieu, c'est y a-t-il une forme de responsabilité des victimes et d'une certaine manière une forme d'injonction qui pèserait sur les victimes, d'injonction à témoigner, d'injonction à porter ce qu'elles ont vécu pour laisser la trace et pour, d'une certaine manière, faire œuvre pédagogique, puisque cela a été évoqué aussi, bien sûr. Tout l'intérêt du témoignage, tout l'intérêt du musée mémorial, c'est bien de faire en sorte que l'on ait connaissance de ce qui a été vécu pour que, d'une certaine manière, on puisse espérer qu'il en soit tiré des leçons pour l'avenir. C'est un grand point d'interrogation, mais en tout cas, cette question de la responsabilité qui pèserait sur les victimes pour une forme d'injonction à témoigner, c'est une question que je me pose, et c'est une question que se posent inévitablement les associations, puisque comment faire durer l'association? Est-ce qu'il y aura toujours, dans une association, est-ce qu'il y aura toujours des victimes qui auront à la fois volonté et force de s'engager? Un dernier point pour citer, parce que cela a été évoqué également, la question de l'art dans le musée, de l'art dans les musées mémoriaux. C'est aussi un point auquel nous accordons beaucoup d'importance. C'est un point sur lequel nous travaillons avec les acteurs du musée mémorial, puisqu'un comité artistique a été désigné qui a pour mission de réfléchir à une œuvre qui formera un point central d'ailleurs pour ceux qui ont pu visiter les lieux. La localisation de cette œuvre d'art est bien déterminée et elle est effectivement centrale par rapport à l'ensemble de la géographie des lieux. Et donc il est effectivement important que l'art trouve sa place, qu'une expression artistique, quelle qu'en soit la forme qui reste à définir et sur laquelle nous sommes associés au travail accompli, il est important que l'œuvre d'art trouve sa place. Enfin, pour terminer, je suis, comme vous l'avez dit, Monsieur Molins, Monsieur le procureur, convaincu de l'intérêt qu'il y a à unir nos expériences, à se nourrir des expériences qui ont pu être accomplies, qui ont pu être faites dans les autres pays. Je suis convaincu que celles-ci, au fil des années, se sont elles-mêmes enrichies des expériences précédentes et je suis vraiment convaincu que nous avons un grand intérêt à porter attention à ce qui se fait de façon à nous enrichir de toutes ces expériences. Merci à vous. Je vais passer la parole à Léna Fareux. Léna Fareux, est-ce que vous pourriez donc présenter l'expérience norvégienne à la suite de l'attentat d'Utøya? Une tuerie de masse qui présente une particularité, c'est celle d'avoir été perpétrée par un individu qui était, je pense que le mot est juste, infecté par une idéologie raciste. Quel rôle, donc, quelle place pour les victimes dans le musée d'Oslo et quelle approche pédagogique a été adoptée en réponse à cet acte, avec, je pense, la volonté de ne pas permettre à cet individu de détruire une société et ses valeurs. Je vous cède la parole. First of all, thank you so much for inviting me, and special to Elizabeth and Henri and all the others who works at the French Memorial Museum. Thank you so much for inviting me and the staff of 22nd of July Center to this very meaningful seminar. So I am going to tell you a little about the 22nd of July Center.
I don't know how much you know about the terror attack in Oslo and Utøya in 2011, but the short version is that the perpetrator, a right-wing terrorist, Anders Behring Breivik, he made a bomb which went off in the governmental quarter where the prime minister offices were. He killed 8 people there, and then he went to the island of Utøya, where the young labor youth organization had this summer camp, a political summer camp, where he killed 69 people from 14 years old and upwards. And it was several hundred people who were injured and survived this terror attack. So the 22nd of July Center was established in 2015 as a temporary information center. The initiative of the establishment of the center came from the National Support Group after 22nd of July and the Youth Labour Party as a response to the debate about a national memorial site. So the support group are participating here today, and our cooperation is very important for us, of course. It didn't take long after the opening before teachers and school classes started asking about how we should talk about the terror attack, and the first teaching program was launched in 2016. This was also an indicator that the center needed to be permanent learning and memorial center. In 2018, it was decided that the center should be permanent, and in 2019, the center became a part of the Ministry of Education and Research. We are now building a new permanent center, which will open in 2026, and I will tell you a little more about that later on. But the first I want to talk about is what role do the victims play in the 22nd of July Center. As school classes and visitors came to the center employees also identified the need for more emphasis to the personal stories from and about the terror attack. And the first part of our documentation project was the oral testimonies. This project was started through a witness program, which is both a teaching program where pupils, teachers, and teacher students can listen to personal stories and talk to the witnesses, but also documentation project. This is a part of everything we do today at the center. The personal stories and human consequences of terror will continue to be one of our most important things we work with, and it is an important part of building our democracy. The victims, survivors, the bereaved or those who are directly affected by the terror attack 22nd of July play an important role in the 22nd July Center and will continue to do that in the future. They are all an important group for us, and we seek to be an available and open center for all of them and to facilitate so they can participate and contribute with what they want to do in what ways that suit them best. This is an important part of how we work, because this is an important part of knowing and showing the diversity of this group. Today we have many ways to share stories, but our major projects are documenting and mostly filming testimonies through witness projects called My Story, but also through the film project Stories of Those We Lost, where bereaved family members can tell the story of their loved ones and the people they love, who they were, what did they dream of, and how do the families commemorate them as living people. They are not only important as contributors through education or their own testimonies, but also as partners of cooperation. Our collaboration with the National Support Group and others who are directly affected is highly valued in our work. So I will tell you a little more about what educational approach has been adopted in response to such an act, and the aim of not allowing a killer to destroy a society and its values. Ever since the opening
of the center and also launching the first teaching program, we have seen a need to talk about what happened that day. Visitors have had the need to talk about their memories and to ask questions about the ideology in the trial, the national response, and so on. And in 2020, the 22nd of July became a part of the national curriculum, which means that every pupil has to learn about the 22nd of July before age of 16. And here you can see some of our exhibitions, which we have made together with personal stories. And since we are building a new center now, which will be finished in 2026, we are using the center we have now for training to make exhibition about terrorism, because it's not many organizations who does that. So you see our exhibitions from 2020 until today. So for instance, this year we are going to have an exhibition about 22nd of July and music. Because 22nd of July is on our curriculum, it doesn't mean that the teachers know how to talk about what happened. And that's why it's an important target group for us is teachers and teacher students, how to talk about ideology that is behind these types of attacks and how it still continues to exist in our society. Today, the pupils that come to the center does not have memories about the attack, because it's soon 13 years ago, and they learn about it as an historical event. This does not mean that it's not important to relevance to them, and that it's a part of our mandate and approach through the educational methodology. And it's important for us to invite pupils into the conversation of the 22nd of July, put it in the context, both with past, present, and future. We want to facilitate so they can feel ownership to history, historical awareness, and help them place the terror attacks in relevance to their lives. We want to open the conversation so we can continue to work against these extremist forces that still exist in our society, both locally but also globally. Unfortunately, we have 2 new terror attacks in Norway. We had a right-wing and racist-motivated attack in 2019 in the Al-Noor Mosque, who were unfortunately inspired by the 22nd of July and Christchurch. And we also had a Pride terror attack in 2022, and the trial is going on right now. And it seems to be the first Islamistic terror attack in Norway. Last but not least, it's important to talk about hope. The story of the 22nd of July is brutal, extreme, and scary, but it's essential to talk about what we can do as individuals, but also together to prevent it from happening. To recognize these dark forces and also the many good things amongst us and also in ourselves. The personal stories, the testimonies, and the opportunity to talk with witnesses is an important part of this. Relating to other humans, seeing that these are ordinary people, just like themselves, is major to be able to address the human consequences that hatred, extremism, racism, and other outer extents terror has, both as an individuals, but also in our world society. And to make this happen, we are just starting our work with collections and documentation projects. So here you can see some examples. This is the watch from the I building, who was taken down after the terror attack, because we want to rebuild the governmental quarter. Here you see some photo collection, and the leader of the National Support Grid, Lisbeth Røyneland. Here you have some evidence from the police. The perpetrator dressed out like a policeman when he went to Utøya Island and killed the participants there. Here seeing some things people left behind.
And in our portrait room, where we have portraits of the victims, we now have 10,000 of these cards from the whole of the world. So you're welcome to Norway and put a leave one behind. Here is an example of how controversial the choices of the artifacts can be in exhibitions. When we first opened in 2015, it was called the Breivik Museum, and it was really controversial. And we also have examples of anger, because it's a lot of anger which are hidden while we're talking about terror attacks. So here I'm going to tell you a little about our new center. This is the governmental quarter, how it's going to look like when it's finished. So the 22nd of July Center will be situated here, and the memorial site will be here. When we reopen in the governmental quarter, this area here, especially in this corner, will be the last place in the governmental quarter where we have traces on the crime scene, which we can actually see physically how the bomb went off. And we are not responsible for the Hein house in Utøya, but we cooperate very closely with them. So that's the second place in Norway, and the last one who will actually have traces from the terror attack. And of course, you know, it's a lot of controversies about building memorial sites, as we heard earlier today. So here we now have a national monument at the harbor of Utøya on the land side. And here it's a private initiative from the bereaved and survivors and the bereaved family at Utøya. So this is actually a memorial site on Utøya owned by the Labour Youth Organization. But I want you to notice that when I have pictures on the memorial site, I often choose to have pictures with people on, because if you see a lot of memorial sites, it's always outside without people. But I really want to show how, you know, the commemoration and the grief is, and the importance of it. Here we have a temporary memorial site in the governmental quarter. You see Prime Minister Jonas Gahr Støre. Astrid Villa Eidem Hoem is leader of the Labour Youth Organization, and Lisbeth. This is going to be changed into this area, and we have a competition there now. So I am the jury, together with, for instance, the support group, building a new permanent memorial in Oslo. I would like to address the importance of the international cooperation. I'm sorry that I didn't have a picture of Lima, Peru in these presentations, but I'm so lucky to get to know the director of this memorial site today. But here you see, of course, 9/11 Memorial Museum. You see the French Memorial Museum, which some of us went to yesterday. We have Vitoria-Gasteiz in northern Spain, Oklahoma, and Oslo. And when we open in 2026, we will be one of the largest in Europe and in the world, actually. And it's a huge responsibility, but we are really looking forward to that. So I want to address also the importance of the international cooperation, and I hope you all have had a look on this dress. It's a beautiful dress made by French students, which is a symbol of the cooperation between the French Memorial Museum and us in Norway, and it's really a nice project. So what I want to end with is what is memories for one generation is history to the next. And it's important to balance that our center will be very important for the victims, but also for everyone, and especially the new generations. So that's the balance we have to deal with. So I just want to thank you all for listening at me. And please, if you want to, you can get in touch with me.
and also visit our websites. Thank you. Merci beaucoup pour cette présentation très, très instructive. Je vais céder la parole maintenant à Noah Roach, donc pour le musée mémorial, le Memorial Museum du 11 septembre. Donc en lui demandant de présenter la démarche qui a été suivie. Et quelques petites questions. Je vais indiquer à côté de la restitution historique, notamment, M. Roach, comment avez-vous fait pour traiter la voix des victimes et les réactions de société? Comment donner du sens dans de tels espaces de violence? Et derrière les attentes des victimes, mais aussi l'ensemble de la société, je me demandais s'il n'y a pas aussi le besoin d'être relié à une sorte de fil invisible qui pourrait être celui de la fraternité. Thank you so much for having me. My name is Noah Rauch. I oversee the education department at the 9/11 Memorial and Museum. It's really a pleasure to be here. The 9/11 Memorial Museum is a principal institution tasked with memorializing the terrorist attacks on September 11th, 2001. Those attacks killed 2,977 people, including 441 first responders and 551 people not born in the United States. I've had the pleasure, if that's the right word, of working on this project since 2010. And so in this talk, what I want to do is I want to talk about how we incorporate the voices of those who were impacted by the attacks. So by that I mean those, of course, who were killed, the first responders who came to help, those who survived the attacks, those who lived in the area, how we incorporate those voices into our exhibitions, into our programs, and into the design of the museum itself. And I think it's worth noting that I use voices of the impacted and not voices of victims, because in the United States, victims specifically refers to those who were killed. So there were 2,977 victims of the attacks. Obviously, many, many more were affected. We talk about those in the museum, but that distinction I thought was interesting. So before I get to the core of the talk, I'm curious, just by a show of hands, who has been to the memorial in the museum? Okay, so a few of you. Well, I will hopefully not bore you in this moment. You can see an image here of a close-up of the South Tower pool. This is where the South Tower stood, one of the two twin towers. This is a view from above. The entire World Trade Center site is 16 acres. Half of that is the memorial and the museum, and the other half is new commercial redevelopment. So you can see that here. And the memorial, this is a close-up of around those pools. Around those pools are the names of all of the victims according to where they were that day. I won't go too into detail in terms of the design process and how this was selected, but there was an international competition, 5,201 submissions from around the world, and ultimately this was picked. It opened in 2011 on the 10th anniversary of the attacks. Just below the memorial is the museum, and so the memorial is the roof to the museum. This opened actually 10 years ago today, so May 15th, 2014. And you can see here, and Mark Wagner will talk in the next panel much more detail about the museum, so I'm going to leave that to him. But you can see the archaeological remnants of the site. This is at the World Trade Center. This is where these attacks took place. And it's a massive space. And I do want to talk a little bit about this development process. So before we opened, the museum staff, and this process started in about 2006, met regularly with stakeholder groups, so victims' families, again, first responders, survivors, people who lived in the area, to talk through the decisions that were being made and the narrative that was being planned. And these were public meetings where, hundreds of people would attend. And, most people, they're not familiar with the curatorial process. I mean, why would they be? How museums are constructed, how objects tell stories. And so, of course, there was value for the museum staff to hear that feedback from those stakeholder groups, but there was also value in communicating that process to them. So even if they didn't agree with every decision that was made when the museum opened, they understood that there was a process, that there was a plan behind decisions that were made. There was also
valuable to see other opinions amongst that group. So you have, 3,000 families, you have tens of thousands of people who were inside the towers who were able to evacuate, you have people in the area. That's a lot of opinions. And so there was value in sort of hearing a diversity of opinions amongst that group. So out of that process came the museum, which I have to say has brought more people than I really ever could have imagined. So 70 million people have come to the memorial since we opened. About 22 million or so have come to the museum. And most of these people, they have no connection to the attacks. At this point, we have an entire generation born after the attacks. And so it does sort of beg this question about why are they coming? It's a sad story, it's an emotional story. And I've come to realize in the time that I've worked there is that people come because the story resonates in a just profoundly human way. Everybody can see themselves in the story, whether who they are or who they aspire to be. It's a key feature of this story. And they can see themselves in the story because the museum is about the human experience of an historical event. The museum reminds visitors that history isn't something abstract. It's a collection of lived experiences. And in the case of 9/11, that collection is nearly universal. Both because of the number of countries touched, I mentioned 551 people not born in the United States were killed. Those victims came from over 90 nations. But also the fact that the entire world, and much of the world, witnessed the attacks in real time. An estimated 2 billion people watched, a third of the world's population, in 2001. So this is in that same space. This, of course, is the Pope who came in 2015. He was coming to New York, and he wanted to have an interfaith service in New York, and he wanted to do it in the museum. Just as an aside, when the Vatican calls and asks for something, they typically get what they want. But he wanted to have this here because he understood the universality of that story, that this was innately a human story, that this, no matter where you were, this was an attack on humanity. And when you look at this image, you see everyone. You see every race, every ethnicity, every faith tradition. And so what I want to talk about for the next few minutes is how we, in the sea of this humanity, in the sea of this scale, how we highlight the stories of individuals. To sort of maybe state the obvious, we need stories to help us make sense of what happened. Otherwise, the scale is just too large. The scale of loss, the scale of the devastation, the scale of the repercussions of the attacks. And stories give us an entry point. They give us something to hold on to. And so I'm going to highlight three examples of how we use personal stories. And these are three of thousands, and this was sort of an impossible task for me to try to whittle this down to share something in the time that I have. And so I did try to pick stories that spoke to specific exhibition and 2 key programs that we run, but hopefully they can be a jumping off point for the questions later. So we are a memorial museum, and we have this dual mission to honor and remember all of those who were killed, and then also to understand what happened and why it's still important today. And so we have 2 main exhibitions that reflect that duality. This is the historical exhibition. This is the entrance to the historical exhibition, which walks visitors through what happened that day minute by minute, and then comes back, looks at before and then after the attacks. And then we have a memorial exhibition, which you can see here, which is dedicated to those who were killed. And the first example I'm going to give comes from this memorial exhibition. The exhibition is designed as 2 concentric squares. You can see the outer square here. And the outer square displays images of every victim, 2,983 pictures. The victims from 9/11, and also 6 victims from a previous bombing at the World Trade Center that killed 6 people. And again, these names are listed alphabetically, but again, you're looking at the world, it's as a collective, and you can't take all these images in at once. And then we have an inner chamber that plays vignettes of every victim. And we have tables outside where you can learn more about all these victims, where you can bring up a specific person if you'd like to do that, bring up a specific country or a location or where they worked. You can sort in lots of different ways. And so I'm going to play one of those vignettes. This is Thierry Sada,
He's one of the French victims. He worked for Cantor Fitzgerald on the 104th floor of the North Tower, so above the impact zone, above where the plane hit. He had started working there in July of 2001. He had moved to New York in 1999 from Paris and was married in November of 2000. He met his wife because he sublet her apartment when he moved to the city. He and his wife were both originally from Tunisia. She described him as tall, as handsome, and sportif. She soon became pregnant, and she recalled how Thierry would sing Tunisian melodies to her belly button. She was due on September 16th, 2001, and she ended up giving birth on September 27th. She described trying to hold in the baby and hoping that Thierry would show up after the attacks. A baby boy was born on the 27th. His name was Lior, which means my light in Hebrew. So I'm going to play a clip now of Lior speaking about his father. After finishing his studies at age 24 in Paris, France, he wanted to follow his dream of coming to and working in his financial capital of the world, New York. So imagine how proud he was when he was hired by Cantor Fitzgerald, located in the Twin Towers at the World Trade Center. I was born September 27th, 2 weeks after he was straight to heaven. I don't know why my father and thousands of others were killed on that day, but I do know that I will work hard in this world to live to my fullest potential so that my Father up in heaven can smile and be proud of me. I mean, stories like this that connect us. You know, we see them as individuals, as people whose lives were cut short, whose lives define them, not the ways in which those lives ended. And I think anyone who is there would agree that this space is the core of the museum in every way. The second example comes from one of our educational programs. And so we offer the programs you would expect a large museum would offer. So school programs and teacher programs. We offer tours on the memorial in the museum. We have docents who are volunteers, not all of which, but a high percentage of which have a connection to the attack in some ways, that are stationed at different artifacts explaining the history, the background behind what visitors are looking at. And we run all of these programs throughout the year, but we also knew that there'd be especially high demand for this information, for this content around the anniversary, around September. In the United States, the school year starts just around this time. And so out of that grew what used to be called Anniversary in the Schools, is now called the Anniversary Digital Learning Experience, which is centered around a film that we create every year is new, that highlights the stories of those who are impacted in different ways. And so this is played in schools, and actually it's sort of grown beyond school to libraries, to theaters, to community centers, to nonprofit organizations. And then also that day, our staff is available to answer student questions via a live chat. So we have thousands of student questions coming in, and our educational staff is there to answer those questions. It sort of takes the pressure off the teachers to answer some of the more difficult questions, especially when they're just learning their student's name at the beginning of the school year. We've had about 3 million students take part in this program. And the goal is not just to convey what happened, although that's an important goal. It's again to understand the lessons we can draw, the impact on the next generation. And so here are a few examples of the over 40 speakers that we've had. On the top left, you might recognize, this is Gideon Naudet. He and his brother, French filmmakers, who happened to capture the impact of the first plane into the North Tower, and then they responded into the towers. The other brother captured footage from inside. It's the only video footage that we have from inside the North Tower. And Thula Kasmatidis, whose brother was killed. Ada Dolch, who was a principal at a school just a block or so away from the World Trade Center and was tasked with evacuating her students amidst the collapse of the buildings, all while knowing that her sister worked also at the top. Her sister was killed that day. Regina Wilson, firefighter, who is an African-American firefighter, which is rare enough, but a woman African-American firefighter, and she talks about what it meant to join a force where she didn't have a lot of people who looked like her. As we were sharing that story, she responded to the attacks and then to the aftermath of the attacks.
David Lim, who survived the collapse, one of only 18 people who were inside the buildings when they collapsed who survived. And Brielle Saracini, whose father was pilot aboard Flight 175, which was flown into the South Tower. So I'm going to play a clip now of her speaking about her father and her experiences that day. This is such a short clip. Before I play it, were you able to hear the first clip that I played okay? Okay, wonderful. Hi, my name is Brielle Saracini. I'm the daughter of Captain Victor J. Saracini, the pilot of Flight 175 that struck the South Tower of the World Trade Center. My dad was an amazing man. He was smart, funny, kind. He lit up whatever room that he was in. He had an amazing sense of adventure, of course, because he was a pilot, and he instilled that in me. One of the ways I try to honor his memory by always traveling and experiencing new places and new cultures and trying to live a little bit through him as he saw the world and kind of mimic places that he's gone. I remember on 9/11, my mom had come pick me up from school. We had been told that there was an attack earlier in the day, and people's parents, children's parents were coming up and picking them up all day, so I didn't really think anything of it. But once I saw my mom and saw her face, I knew there was something that was terribly wrong. So it's clearly moving hearing her talk about her experiences of losing a father, but I feel like there's also power in hearing her describe about being unsure about what was happening. She goes on to talk about how she coped with that grief, how she found community, and how she moved forward. There's a lot going on in the world, and students want to know that there's another side, that they can come out on the other side scarred but not broken. Finally, I'm going to share one more example from what we call professional programs. And these programs are tailored to law enforcement, to intelligence, to military agencies, to first responder agencies. So just as an example, every new member who's joining the FBI comes through one of our programs. Every new member of the NYPD and the FDNY, the CIA, lots of these agencies, they come through one of our programs. And many of these agencies were reshaped. In some cases, they were completely created as a response to the attacks. And so they see their mission rooted in 9/11. All of the individuals who are joining these agencies, they raise their hand to enter a life of service. And 9/11 offers an extreme of what that service can be. And I have to say, unlike the other programs that I mentioned earlier, we hadn't really considered programs like this before the museum opened. But the demand really came from the agencies themselves because they wanted to convey this history to new recruits, new agents, new analysts. We've had about 40,000 or so participate in one of these programs. And they're all different, they're all tailored to these groups. But most powerfully, they all include individuals sharing their personal stories from that day. A hero, this is a French quote from a French writer, Romain Rolland. A hero is a person who does what they can. And we try to share examples of people doing what they could, whether they're a first responder or a flight attendant or a civilian or just a stranger helping a stranger. And so this clip is from one of those programs. So really quickly, this is a small section of what remained after 9/11 of that site. It took 9 months to clear this debris, and most of it was taken from, this became known as Ground Zero. It was taken from here to a landfill that had recently been closed. That landfill's name was Fresh Kills. And this was mentioned earlier, but that work is still very much with us. Thousands of people have died from breathing in the air that was at this site. More people now than died as a direct result of the attacks. There were 23 members of the NYPD were killed. Almost 400 have died since, just 17 times. 80,000 are sick. Then it's a sort of a national crisis in the United States. And so, this is NYPD Chief James Luongo. He oversaw the NYPD's response at Fresh Kills, and it was an enormous undertaking. You had 1.8 million tons of debris that had to be sifted and sorted and investigated for evidence. And in the end, 40% of family members, 1,100 families, never received anything back of their loved ones. They simply disappeared. And so in this clip, he's talking to a group of NYPD detectives in one of our programs about the impact of this work that took place at Fresh Kills. And there was this guy in, I think it was Chicago, and his daughter was a flight attendant. And they didn't recover her. But they recovered, we recovered Fresh Kills, part of her ID card or something. And I'm looking, and I'm watching this guy in Chicago
talking about his daughter holding the card with tears in his eyes. And some New York City detective or some FBI agent or somebody from the fire department that was up there with us recovered this. So whatever you do, the little things you're doing on this job, you have an impact on people that you're never going to know about this side of heaven. You know, on one level, he's talking to detectives, and he's reminding them that you don't always know what's a big thing, what's a small thing. You may never see the outcome of your work. You know, in that sense, it's a sort of a practical lesson for a detective. But I end with this clip because I find it to be such a beautiful example of bringing our humanness, you know, our humanity, as a counter to the horror of that day, of not letting identity be stripped away, of never losing sight of the individual. You know, no day shall erase you from the memory of time. This comes from Virgil's Aeneid. This is another space in the museum. And it's surrounded by 2,983 different watercolors. They're all unique shades of blue. They're all different. One for every victim of the 9/11 attacks and the 1993 bombing. And so you have this communal experience, but you never ever lose sight of the individual. And so in that sense, it encapsulates the mission of the museum and the work that we try to do each and every day. So thank you very much. Merci Noah Roche pour cette présentation. Je vais céder maintenant la parole à la dernière intervenante de la table ronde, Maëlle Bazin, en lui demandant donc de présenter ses travaux dans leurs grandes lignes et d'expliquer quelles conséquences elle en tire quant aux réactions de la société. Donc je rappelle qu'elle a travaillé sur l'analyse du contenu des écrits et dessins à la suite des attentats. Et je voulais aussi lui poser ces questions. Quelles conséquences donc elle en tire quant aux réactions de la société? Est-ce qu'il faut y voir une forme de résilience ou pas? Est-ce que aussi c'est le signe d'une évolution de la société qui serait plus encline jusque-là à créer des mémoriaux éphémères? Je vous cède la parole pour 20 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Alors le point de vue que je vais adopter est un petit peu différent des précédentes personnes qui ont présenté, puisque je n'ai pas un point de vue institutionnel, mais plutôt un point de vue du côté de l'institutionnalisation de la mémoire du terrorisme et notamment de la mémoire des réactions au terrorisme. Donc je parlerai beaucoup moins des victimes et beaucoup plus des réactions de la société, puisque c'est mon angle de recherche. Donc j'ai effectivement mené un travail de thèse sur la médiatisation et les réactions aux attentats de janvier 2015, qui étaient des attentats qui touchaient la rédaction de Charlie Hebdo, un journal satirique, des policiers et des clients d'un supermarché cachère. Donc je vais procéder un petit peu en deux temps. La première, c'est d'essayer de revenir justement sur cette attention croissante du politique, du médiatique, des archivistes et plus largement de la société civile aux réactions de la société en cas d'attaque terroriste et du coup aussi des incidences sur la mémoire qui peut en découler et sur, je pense qu'on pourra avoir un propre regard sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui, à savoir de s'intéresser aussi et de prendre en compte comme un sujet important la question des réactions des sociétés et donc d'exposer des objets de personnes qui vont produire des documents en réaction à des événements. Et dans un deuxième temps, je présenterai un peu quelques éléments des résultats de ma recherche pour montrer qu'est-ce que ces objets, parfois très artisanaux, très bricolés, très... dans une dimension très simple, peuvent apporter comme éclairage à une société donnée, dans un instant donné. Donc j'ai travaillé sur trois types de documents, pour vous situer un petit peu d'où je parle quand je présente mes résultats. J'ai travaillé sur des productions graphiques de divers ordres, des productions qui ont été exposées dans la ville, donc tout ce qui va concerner des graffitis. Ils étaient très nombreux au moment des attentats de janvier 2015. Des écritures déposées, donc tous ces messages qui vont être mis dans des emplacements qu'on peut désigner comme des mémoriaux éphémères. Donc ça peut être directement sur les sites des attentats, mais aussi dans des lieux publics comme des places publiques, des ambassades, etc. Et ensuite tout un ensemble de documents qui ont été adressés directement aux victimes, donc dans le cas sur lequel j'ai travaillé à la rédaction de Charlie Hebdo, donc qui constituent des volumes très importants de courrier.
Donc ma recherche s'inscrit dans une dynamique, dans un champ de recherche qui se développe très fortement en France depuis la série d'attentats des années 2015-2016 et qui ont suivi, mais qui s'inscrit dans un mouvement qui date d'une vingtaine d'années et qui remonte aux attentats du 11 septembre 2001, donc avec une communauté de chercheurs qui vont essayer de comprendre comment une société réagit à un attentat terroriste. La particularité de ma recherche, et c'est peut-être là le pont qui peut être fait avec le musée mémorial du terrorisme qui va ouvrir, c'est de m'intéresser à la place du dessin dans les réactions à la société. Je pense que vous avez vu que dans l'exposition que vous avez pu voir entre midi et 2, il y a quelques dessins. Et donc d'essayer de vous parler aussi de cette dimension-là, de qu'est-ce qu'on peut apprendre des dessins et de quelle place ils pourraient avoir dans un musée mémorial. Dans un sondage qui a été réalisé par une enquête qui s'appelle Médiataire, notamment menée par Claire Secaille ici dans la salle, une enquête qui a été menée auprès de Français qui interrogeait leurs pratiques médiatiques, mais surtout leurs émotions citoyennes lors des attentats de janvier, novembre et de juillet 2016 à Nice. 57% des répondants déclaraient avoir fait quelque chose après les attentats, donc ça pouvait être avoir donné son sang, être allé dans une association, être allé faire une minute de silence dans un espace public. Sur cet ensemble, 14% déclarent avoir rédigé ou réalisé un dessin. Donc une partie de la population va produire quelque chose en réaction à un attentat terroriste. Alors ce qui m'importait de souligner aujourd'hui, c'est que ces pratiques de deuil ne sont pas nouvelles en 2015, elles s'inscrivent dans des pratiques anciennes, mais par contre elles vont être renouvelées et surtout ce qui va être de nouveau, c'est l'attention qui leur est donnée, qui est tout à fait saillante à partir de 2015. Donc s'il existait déjà des mémoriaux éphémères qui étaient observables. Si vous regardez des archives médiatiques des attentats de Toulouse et Montauban, on peut voir quelques bougies, quelques fleurs, quelques messages, mais d'ampleur beaucoup plus petite que ce qu'on a pu observer en 2015 et 2016, avec des quantités très impressionnantes pour ceux qui sont allés sur les sites des attentats qui pouvaient s'étendre sur plus de dizaines et dizaines de mètres de quantité de fleurs, de bougies, de messages, de peluches, etc. Donc il y a un développement de pratiques de deuil autour des mémoriaux éphémères, mais aussi d'autres pratiques de deuil, notamment autour des registres de condoléances. Donc si maintenant il y a quelque chose d'une sorte d'acculturation à cette idée qu'on puisse aller en mairie lorsqu'il y a un attentat, remplir un registre, un livre d'or, quel que soit le nom qui lui a été donné, ce sont des pratiques qui sont anciennes mais qui concernaient jusque-là, jusqu'à 2015 globalement, des personnalités publiques et non pas des personnes ordinaires dans le sens des victimes du terrorisme. Donc en fait, il y a toute une production aussi expressive, et là je ne parle même pas des productions qu'on peut observer en ligne, donc sur les réseaux sociaux ou ailleurs, mais aussi une production matérielle qui va apparaître dans l'espace public et qui va être prise en charge par le politique, par les archivistes. Donc dans le cas de janvier 2015, au moment où les attentats se passent, donc il y a tous ces objets qu'on peut observer et il y a quelques institutions qui vont prendre l'initiative de collecter ces messages. Donc c'est le cas de la ville de Rennes, Toulouse et Saint-Étienne qui vont se saisir des objets déposés sur les mémoriaux éphémères. À Paris, à ce moment-là, rien n'est fait pour diverses raisons, mais là, une raison principale, c'est aussi qu'ils sont saisis par l'événement et qu'il faut des protocoles à mettre en place pour collecter. Et en fait, à partir de 2015, si on observe sur les attentats qui ont ensuite eu lieu en France, mais aussi en Europe, va s'institutionnaliser des pratiques de collecte avec des collectifs qui vont se monter, mais aussi des musées qui vont se rencontrer, des archivistes qui vont discuter entre eux, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas, comment on collecte les objets sans donner l'impression de retirer les choses de l'espace public. Donc il y a toute une réflexion qui montre qu'on accorde de l'importance à des objets qui jusque-là étaient existants, certes dans une moindre mesure, mais qui maintenant gagnent en importance. Et je vous donne un exemple qui, à mon avis, est très saillant de cette attention croissante à ce type d'objet. C'est un carton de dessin qui avait été produit par des écoliers au moment des attentats du 11 septembre 2001, qui avait été adressé à l'ambassade américaine donc à Paris. Ces documents ont un peu circulé, ils ont été un peu perdus, une association les a récupérés, un collectif, et puis
de longues années plus tard, puisqu'ils ont été récupérés il y a quelques années, ils ont donné lieu à une exposition, notamment à l'université Paris Panthéon-Assas, et ils sont maintenant récupérés et conservés. Donc on voit qu'il y a une attention qui se fait et qui se porte sur ces objets. Ce qu'on observe aussi dans les pratiques de deuil, c'est une déformalisation et une singularisation croissante, c'est-à-dire qu'on observe, ce qu'observent les historiens sur le temps long, c'est que les hommages vont se singulariser, c'est-à-dire qu'on va vouloir donner le sentiment que cet hommage-là vient de nous-mêmes, qui se distingue des autres, donc aux formules consensuelles, mes sincères condoléances, qu'on peut par exemple observer dans des registres de condoléances, va s'ajouter de plus en plus d'éléments personnels, donc des textes, des poèmes qui vont être faits, des choses qui sont faites manuellement, de la broderie, etc. Si vous regardez les archives qui ont été faites à Paris ou dans d'autres villes, des attentats de janvier 2015 ou de novembre 2015, il y a énormément d'objets qui sont produits manuellement, qui sont faits mais par des gens dont c'est pas forcément le métier de broder ou d'écrire des poèmes ou faire ce genre de choses. Donc il y a l'idée aussi d'un mouvement de singularisation, et ce qui me semble très intéressant d'un point de vue d'un musée mémorial, c'est qu'il y a aussi une conscience de cette mémorialisation, puisqu'on peut observer des objets qui sont produits directement pour être archivés. Donc ils sont directement adressés à des services d'archives ou à des musées qui ne passent pas par un intermédiaire qui serait le temps de la mémoire immédiate de l'événement. Donc il y a vraiment une instauration de politique patrimoniale, de protocoles de collecte qui fait que les manifestations émotionnelles sont dorénavant considérées, de façon très forte depuis 2015, comme des documents historiques dont il faut conserver une trace, qui ne va pas s'en poser beaucoup de questions du côté des archivistes, puisque ces documents, il faut les archiver, il faut les collecter, les traiter, des fois les nettoyer, il faut des espaces de stockage aussi, et puis on peut poser la question de la temporalité de ces archives. Là, il y a eu plusieurs exemples donc, de musées mémorials déjà existants, dont on voit que quotidiennement, il y a encore des traces de ces réactions avec des dispositifs muséals qui invitent les visiteurs à laisser trace de leur expérience, de leur récit, et donc que faire aussi de ces récits. Jérôme Truc a notamment travaillé sur des cartes qui ont été produites au musée du World Trade Center, et donc on peut aussi travailler sur ces réactions, et donc de voir aussi qu'on a un effet en chaîne, mais qui pose des questions archivistiques et muséales, jusqu'où conserver les réactions de la société. Ensuite, ce qui me tenait à cœur, c'est de souligner la place du dessin dans les pratiques mémorielles du terrorisme, qui jusque-là, jusqu'à ce que j'ai pu observer, était très souvent relégué à une fonction illustrative, donc peu considéré, que ce soit à la fois par les institutions qui les conservent que par les chercheurs. Donc les institutions qui les conservent vont rarement étiqueter au moment de l'archivage la présence de dessins, puisque considéré comme simplement un autre élément mineur par rapport à l'écrit, alors que si on se penche un petit peu sur les documents qui sont archivés, j'ai notamment pu consulter plusieurs fonds européens, les dessins sont très présents et donc nécessitent aussi de les valoriser pour ce qu'ils sont, à savoir des pratiques graphiques qui donnent des informations sur les valeurs d'une société, sur comment elle conçoit le vivre ensemble, comment elle conçoit aussi la représentation des victimes et du terrorisme, etc. et pas uniquement dans l'écrit que se jouent ces choses. Il faut aussi situer que la production graphique est énorme. Si on prend le cas de janvier 2015, alors qu'il est d'autant plus parce que l'événement visait en partie des dessinateurs professionnels, mais on a une très très grande partie des productions expressives qui ont été adressées aux victimes ou aux archives, qui sont des dessins d'enfants. Donc il y a 796 établissements scolaires qui ont adressé des dessins à la rédaction de Charlie Hebdo, donc c'est énorme, ça correspond à un fonds qui est vraiment très très important, mais au-delà de ces productions faites par des enfants, il y a aussi énormément de productions que l'on peut qualifier faites par des adultes.
Alors quelques mots sur ce qu'on peut en tirer de l'analyse de ces documents, de ce qu'ils nous disent, justement, d'une part, des réactions de la société, de qui se sent concerné, donc qui va produire des écrits, qui va réagir, qui va produire des dessins, et aussi qu'est-ce qu'on y trouve dans ces documents qui, de premier abord, peuvent donner une impression d'homogénéité, voire même de naïveté. Ce qui va nous venir surtout à l'esprit, ça peut être potentiellement des cœurs, des symboles assez classiques comme la Tour Eiffel, si on parle de la France, etc. Et on voit que si on en regarde en détail, c'est beaucoup plus divers et surtout beaucoup plus compliqué que ça si on observe dans le temps et en fonction des différents lieux. Par exemple, on peut observer qu'il y a les statuts socio-professionnels des personnes qui écrivent ou qui dessinent vont conditionner l'écrit et le dessin, et c'est pas tout le monde qui va produire un dessin ou un écrit. Ce qu'on observe déjà, c'est des pratiques très genrées. Dans ce que j'ai pu voir dans le corpus des courriers adressés à la rédaction de Charlie Hebdo, ce sont les hommes qui vont dessiner et les femmes qui vont écrire. Ça s'explique pour plein de raisons sociologiques, mais qui vont aussi donner des orientations sur les contenus. Et on peut voir aussi que c'est qu'une certaine partie, qu'une certaine frange de la population qui va procéder à l'envoi de courriers, essentiellement des métiers qui sont déjà liés à l'écriture, donc beaucoup d'enseignants, ça peut être des étudiants mais aussi des personnes qui enseignent, une grande partie de corps médical qui peut aussi s'expliquer pour janvier 2015 par la présence de Patrick Pelou à la rédaction de Charlie Hebdo, et enfin tout un milieu du milieu de l'art et de la culture qui ont donc l'habitude aussi de s'adresser et de produire des contenus. Donc, ce qui importait de souligner, c'était de montrer que ces objets montrent le concernement d'une société, mais montrent aussi le concernement d'une certaine partie de la société qui va s'interroger et va répondre à ces actes terroristes de différentes manières. Ce qu'on peut observer aussi à travers ces dessins, c'est d'essayer de voir quels sont les imaginaires qui circulent, quelles sont les images qui vont circuler. Ce qu'on peut observer en janvier 2015, c'est qu'il y a sur Internet, donc sur les réseaux sociaux, beaucoup de procédés de republication d'images qui sont déjà existantes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en janvier, il y avait un dessin d'un crayon qui s'opposait à une Kalachnikov qui avait été fait par un graphique qui s'appelait Jean Julien, avec la fameuse formule « Je suis Charlie ». Donc ce dessin-là a été beaucoup repris dans les productions en ligne. Par contre, si on s'intéresse au dessin, que ce soit au graffiti ou au courrier adressé, on ne retrouve pas du tout les mêmes types de pratiques graphiques, et surtout on retrouve des choses qui sont faites par les personnes qui vont inventer eux-mêmes leurs propres imaginaires, leurs propres représentations. On trouve aussi de grandes différences entre ce qu'on observe en ligne et hors ligne. Par exemple, il y a eu beaucoup de références au 11 septembre qui ont été faites dans les médias en janvier 2015, chose qu'on ne retrouve absolument pas ensuite dans les pratiques graphiques populaires. Par contre, on peut observer qu'il y a des thématiques qui reviennent et qui donnent aussi le ton des modalités de réaction de la société à ce moment-là. Donc 3 thèmes qui se voient dans les dessins: les représentations de l'attentat avec cette opposition crayon versus Kalachnikov qui était très fort en janvier, toute une représentation de l'au-delà, donc avec énormément de représentations du paradis, avec d'un côté les dessinateurs de la rédaction de Charlie Hebdo très hédonistes qui vont pouvoir profiter des Vierges du Paradis, et de l'autre côté des terroristes qui, eux, sont représentés sous un angle beaucoup plus négatif, ou avec l'angle de la désillusion, où eux ne vont pas aller au paradis, ou s'ils vont aller au paradis, les Vierges ne sont pas présentes, etc. Donc tout des imaginaires aussi et des représentations qui sont intéressantes à observer. Et ce que j'ai pu voir aussi, et qui est important dans les réactions aux attentats, tout du moins pour janvier, c'est la dimension de la vengeance qui est très présente dans les dessins, et qui va à l'encontre de l'imaginaire qu'on peut avoir des modalités de réaction d'une société au terrorisme, et qui va se jouer par différents modes, notamment des modes humoristiques qui vont bien avec le style graphique de Charlie Hebdo, mais qui vont s'accompagner de tout un discours de vengeance, de tuer les terroristes, de leur faire du mal, de leur soutirer des choses, et voilà, plein de situations qui vont faire que des discours de vengeance peuvent aussi se développer dans ces réactions aux attentats.
Et enfin, pour terminer, je voudrais souligner l'influence du site et du support dans les productions graphiques. On observe qu'elles sont différentes en fonction des lieux, en fonction des supports. Là où je m'attendais à des contenus beaucoup plus politiques du côté des graffitis, ça s'est finalement pas du tout révélé, avec des choses très lissées. Et là où c'était la charge la plus politique et polémique était la plus forte, était dans les courriers adressés à la rédaction de Charlie Hebdo, là où il y a une intimité en fait de l'écriture, de l'intimité du chez-soi, où on peut produire des choses aussi sous anonymat pour certains des courriers, mais aussi des différences en fonction des villes. Par exemple, la ville de Toulouse, les productions étaient beaucoup plus politisées et beaucoup moins dans le consensus que dans les autres villes. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que ça me semble important pour un musée mémorial, c'est de prendre en compte ces productions, qu'elles soient écrites ou dessinées, dans leur diversité, dans leur hétérogénéité. Je pense que vous avez pu voir dans l'exposition qui a été présentée, justement, cette diversité à la fois des publics, donc ça peut être des personnes issues d'une école d'art décoratif ou qui ont donc des compétences graphiques, mais aussi des gens dont ce n'est absolument pas le métier, donc ça permet de dessiner tout un panel, tout en éclairant le fait que ces pratiques sont situées socialement et géographiquement. Voilà, merci beaucoup.